Ma sœur a divorcé et est venue s'installer chez moi. Mon père m'a ordonné, si tu ne prends pas soin d'elle, tu seras renvoyé. J'ai souri et répondu, demain, je commence un nouveau travail à Marseille. Bonne chance, papa. Oh, et j'ai déjà vendu cette maison, ai-je ajouté. Je m'appelle Roxane. J'ai 30 ans, et cette nuit-là a marqué la fin absolue de ma patience. L'atmosphère dans mon salon à Lyon était lourde d'une tension suffocante alors que ma famille était assise autour de la table du dîner. Mon père s'est soudainement levé, le visage devenant cramoisi d'une rage incontrôlable. Il a pointé un doigt tremblant directement sur mon visage et a hurlé ses menaces habituelles et éculées de détruire ma réputation professionnelle si j'osais maintenant me dérober à mes responsabilités. Derrière lui, ma sœur aînée, Aurélie, se prélassait confortablement sur mon canapé en velours, faisant tourner un verre de mon vin le plus cher avec un sourire suffisant plaqué sur son visage, car elle croyait vraiment qu'il me forcerait à me soumettre une fois de plus. Il s'attendait à ce que je m'excuse ou que je supplie pour obtenir leur pardon, comme je l'avais toujours fait par le passé, mais je l'ai simplement regardé droit dans ses yeux furieux avec un calme terrifiant qui l'a immédiatement déstabilisé. Il a crié de toutes ses forces, « Si tu ne prends pas soin d'elle, tu seras renvoyé. » J'ai souri froidement avant de répondre, « Demain, je commence un nouveau travail à Marseille. Bonne chance, papa. » J'ai fait une pause juste assez longue pour voir la confusion se répandre sur leur visage avant de porter le coup de grâce. Oh, et j'ai déjà vendu cette maison. Sans attendre un mot de plus, je me suis levé de la table et je suis parti, laissant derrière moi un silence assourdissant et deux personnes qui étaient sur le point de réaliser qu'elles venaient de perdre à jamais leur unique filet de sécurité financier. C'est l'histoire de la façon dont j'ai échappé à ma famille toxique et leur ai fait payer leur cupidité. Abonnez-vous maintenant pour voir comment ils ont affronté les conséquences de leurs actes. Tout a commencé à s'effilocher il y a 3 mois, lorsqu'un appel téléphonique au milieu de la nuit a complètement bouleversé mon existence paisible. J'étais profondément endormi après une semaine épuisante à gérer le département de la commercialisation de l'entreprise de meubles de mon père, quand la sonnerie stridente a percé le silence. Ma main a tâtonné dans le noir pour attraper l'appareil, voyant l'identifiant de l'appelant afficher le nom que je redoutais le plus, Aurélie, ma sœur aînée. Avant même que je puisse murmurer un « Allô » endormi, ces sanglots hystériques ont rempli mon oreille, ne demandant pas la permission mais exigeant un sauvetage immédiat. Elle venait d'être expulsée sans cérémonie de son domicile conjugal par son riche mari après que leur romance éclair ait implosé en moins de 6 mois à cause de ses habitudes de dépenses incontrôlables. Elle se tenait sur le trottoir avec rien d'autre que son ego meurtri, dépouillée du style de vie luxueux auquel elle estimait avoir droit. Roxane, décroche. Il m'a mise à la porte juste parce que j'ai acheté quelques trucs. A hurlé Aurélie au téléphone, la voix chargée de larmes et d'un sentiment de dû. Tu dois me laisser rester chez toi. Je n'ai nulle part où aller. Et papa a dit que tu avais plein de place. Je me suis immédiatement redressé dans mon lit, l'estomac noué à l'idée de vivre avec elle. J'ai essayé de protester, lui rappelant que ma maison à Lyon était mon sanctuaire privé, un espace modeste que j'avais acheté avec mes propres économies et qui n'était pas équipé pour gérer sa personnalité exigeante. Aurélie, ma maison n'est pas un hôtel. Tu ne peux pas rester dans un hôtel ou aller chez papa. Ai-je demandé, essayant de poser une limite. La maison de papa est en rénovation, tu le sais bien. Arrête d'être si égoïste, Roxane. C'est juste pour quelques semaines, jusqu'à ce que je reçoive mon accord de règlement, a-t-elle rétorqué sèchement, les larmes disparaissant instantanément maintenant qu'elle avait besoin de me manipuler. Contre toute attente et épuisé par sa culpabilisation, j'ai accepté à contre-cœur une décision que j'allais regretter quasi immédiatement. Le jour où Aurélie est arrivée fut un véritable cauchemar qui a dépassé mes pires attentes. J'avais vidé la chambre d'amis, m'attendant à la voir arriver avec quelques valises adaptées à un séjour temporaire. Au lieu de cela, un énorme camion de déménagement s'est garé dans mon allée, bloquant le trottoir et agaçant mes voisins. J'ai regardé, incrédule, les déménageurs commençaient à décharger carton après carton de vêtements de marque, de chaussures et d'accessoires qu'elle avait réussi à sauver. Avant que je puisse les arrêter, mon salon organisé s'est transformé en un entrepôt pour ses obsessions matérielles. L'entrée était barricadée par des tours de boîtes à chaussures, et mes meubles étaient ensevelis sous des montagnes de manteaux totalement inadaptés à notre climat. Quand Aurélie est finalement sortie de son taxi, elle n'avait pas l'air d'une femme en détresse. Elle ressemblait à une reine inspectant un royaume décevant. Elle est passée devant moi sans un merci, plissant le nez en balayant du regard le salon à air ouverte. C'est tout ?
a-t-elle demandé en regardant autour d'elle avec dédain. Comment fais-tu pour respirer dans une boîte si minuscule? Je me sens déjà claustrophobe. Je me suis mordu la langue et lui ai montré la chambre d'amis que j'avais préparée. Elle a jeté un coup d'œil au lit queen size et a ricané, croisant les bras sur sa poitrine. Je ne peux pas dormir ici, Roxane. C'est trop petit pour mon énergie en ce moment, a-t-elle déclaré fermement. Prends cette chambre. J'ai besoin de la suite principale. J'ai besoin de la salle de bain attenante pour ma routine de soins de la peau et pour guérir de mon traumatisme. Absolument pas, ai-je répondu, la voix dure. C'est ma maison. Tu prends la chambre d'amis, ou tu trouves un autre endroit où dormir. Elle m'a fusillé du regard, marmonnant que je manquais de soutien, mais s'est finalement retirée dans la chambre d'amis, claquant la porte assez fort pour faire trembler les murs. Les jours suivants se sont installés dans un rythme épuisant et exaspérant. Aurélie ne montrait absolument aucun intérêt à trouver un travail ou à chercher un appartement. Elle traitait ma maison comme un complexe hôtelier tout compris où j'étais le membre du personnel sous-payé. Elle passait ses journées affalée sur mon canapé, à regarder en boucle des émissions de télé-réalité pendant que j'étais au travail à gagner l'argent pour payer l'hypothèque. Quand je rentrais épuisé le soir, je trouvais des assiettes sales empilées dans l'évier et des contenants de plats à emporter éparpillés partout. Elle me demandait nonchalamment ce qu'il y avait pour le dîner sans jamais proposer de lever le petit doigt. Si je lui posais des questions sur sa recherche d'emploi, elle levait les yeux au ciel et prétendait qu'elle faisait du réseautage. Le sentiment de dû absolu qui émanait d'elle était suffocant, et j'ai commencé à réaliser qu'elle n'avait aucune intention de partir. Ma patience s'amenuisait alors que je regardais mon sanctuaire se transformer en une prison qu'elle avait créée. 2 semaines après l'emménagement d'Aurélie, j'ai été horrifié de constater que ma maison s'était complètement métamorphosée en quelque chose d'inconnaissable. Je suis rentré en voiture ce mardi soir-là, m'attendant à la pile habituelle de vaisselle sale ou peut-être à une allée bloquée, mais rien n'aurait pu me préparer à l'agression visuelle qui m'attendait derrière ma porte d'entrée. Dès que j'ai déverrouillé la serrure, une odeur chimique piquante de peinture fraîche m'a frappé instantanément, déclenchant un mal de tête. Je suis entré dans le hall et j'ai laissé tomber mes clés, totalement incrédule. Mon salon sophistiqué au ton neutre, un espace que j'avais passé des années à aménager avec des gris apaisants et des blancs doux, avait disparu. À sa place se trouvait une nuance criarde et migraineuse de rose chewing-gum qui ressemblait aux séquelles de l'explosion d'une chambre d'adolescente. Ma mâchoire s'est crispée tandis que je balayais les murs du regard, réalisant que mes tirages abstraits en édition limitée manquaient. J'ai couru au garage en panique et je les ai trouvés jetés dans un coin humide et poussiéreux, empilés négligemment à côté des poubelles, leurs cadres ébréchés et les toiles risquant de se déformer à cause de l'humidité. J'ai senti une vague de rage si intense que mes mains tremblaient. Mais la destruction de ma décoration n'était que le début du cauchemar de la soirée. En revenant à l'intérieur, le son de basse sourde et de rire bruyant m'a conduite à la cuisine, où la scène était encore pire que les murs roses. Aurélie tenait salon avec un groupe de 5 ou 6 inconnus qui avaient l'air aussi chômeurs et suffisants qu'elle, transformant mon îlot de cuisine en un buffet chaotique. Ils utilisaient mes sous-verres en cristal comme cendrier, la cendre se répandant sur les comptoirs en quartz que je gardais méticuleusement propres. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est la bouteille dans la main d'Aurélie. C'était un cabernet millésimé que j'avais gardé pour une étape importante de ma carrière, une bouteille qui valait plus que le paiement de sa voiture. Elle était ouverte, à moitié vide, et ballottée comme un vin de table bon marché pendant qu'elle riait d'une blague qu'un type avec des bottes boueuses racontait, assis sur mon tabouret de bar blanc immaculé. Je me suis précipité, arrachant la bouteille de la table avant qu'une autre goutte ne puisse être gaspillée. Le mouvement soudain a fait taire la pièce. Aurélie, qui t'a donné la permission de prendre mon vin et de transformer ma maison en bar? Ai-je lancé sèchement, ma voix tranchant à travers la musique tandis que je foudroyais ses invités du regard. La pièce est devenue silencieuse, mais Aurélie n'a même pas sourcillé ni paru embarrassée. Elle s'est simplement penchée en arrière, faisant tourner son verre avec ce sourire exaspérant, me regardant comme si j'étais un serveur impoli interrompant son repas. « Allons, petite sœur, ne sois pas si avare », a-t-elle répondu, sa voix dégoulinant de condescendance. Ces bouteilles prenaient juste la poussière dans ce placard. C'est un crime de les laisser là. Je t'aide juste à en profiter. De plus, mes amis avaient soif, et une bonne hôtesse fournit toujours le meilleur. J'ai regardé le désordre, réalisant que l'invasion allait plus loin que le simple salon. Plus tôt, j'étais monté pour me changer rapidement et j'avais trouvé ma salle de bain personnelle saccagée.
Mes crèmes pour le visage spécialisées, importées de Suisse et incroyablement chères, avaient été laissées ouvertes et séchaient sur le comptoir. Un rouge à lèvres en édition limitée gisait écrasé dans le drain de l'évier, détruit avec une négligence qui semblait intentionnelle. Elle ne les avait pas simplement utilisés, elle les avait détruits, traitant mon sanctuaire personnel et mes biens durement gagnés comme des échantillons gratuits pour son amusement. La violation de mon intimité me donnait la chair de poule, mais son mépris public de mes sentiments fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je veux que tout le monde sorte maintenant. Ai-je exigé en regardant son groupe de sycophantes qui mangeaient encore ma nourriture. C'est une résidence privée, pas une boîte de nuit, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. Aurélie a levé les yeux au ciel et a poussé un soupir dramatique, se tournant vers ses amis avec un air de fausse excuse. Vous voyez ce que je dois supporter? C'est une vieille tante si amère et ennuyeuse. Elle est juste jalouse parce qu'elle doit travailler toute la journée alors que nous savons vraiment comment vivre. Désolé les gars, la police du fun est arrivée. Ses amis ont ricané, me regardant avec pitié comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison avant de sortir lentement en traînant les pieds, laissant derrière eux une traînée de cendres de cigarettes et des sols collants. Quand la porte s'est finalement refermée, je l'ai confrontée à nouveau, tremblante de colère, lui disant qu'elle n'avait aucun droit de modifier ma maison ou de voler mes biens. Elle s'est levée, s'approchant de moi, violant mon espace personnel avec un regard menaçant qui effaçait son enjouement précédent. Mettons les choses au clair, Roxane. C'est papa qui m'a envoyé ici. Il veut que je sois à l'aise parce que je traverse une période difficile. Si je veux des murs roses pour me remonter le moral, j'ai des murs roses. Si je veux boire du vin pour me détendre, je bois du vin. Je suis sa préférée. Souviens-toi, tu n'es que celle qui paie les factures. Alors arrête de te plaindre et va nettoyer ce bazar. J'ai mal à la tête à force de t'entendre crier. Elle m'a bousculé en passant, heurtant délibérément mon épaule, et s'est dirigée vers la chambre principale, ma chambre qu'elle convoitait depuis le premier jour, me laissant seul dans le cauchemar rose qu'elle avait créé, réalisant que ce n'était plus une visite. C'était une prise de contrôle hostile. Le premier lundi matin du mois, les factures qui s'accumulaient ont poussé la tension à un point de rupture. J'étais assise à mon îlot de cuisine, sirotant un café tiède avant de me rendre au bureau, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de ma banque qui m'a presque fait lâcher ma tasse. La carte de crédit supplémentaire que j'avais stupidement donnée à Aurélie, strictement pour les courses et les produits de première nécessité, venait d'être refusée. J'ai ouvert frénétiquement l'application bancaire, m'attendant à voir une alerte à la fraude ou peut-être une double facturation. Au lieu de cela, mes yeux se sont écarquillés d'horreur en parcourant un historique de transactions qui ressemblait à une virée shopping de milliardaire. Il y avait des frais de boutique de créateurs haut de gamme, un déjeuner à 280 € dans un bistrot français, et une facture massive d'un spa de luxe qui coûtait plus que le paiement mensuel de ma voiture. En moins de 10 jours, elle avait complètement atteint la limite de 4 500 € que j'avais fixée, me laissant responsable d'une dette que je n'avais pas autorisée. Je suis entré en trompe dans la chambre d'Amy, tremblante de rage, et j'ai jeté le téléphone sur le lit où elle dormait jusqu'à midi comme d'habitude. Quand j'ai exigé une explication, exigeant qu'elle rembourse la dette immédiatement ou qu'elle fasse ses valises, Aurélie n'a même pas eu l'air coupable. Elle m'a ri au nez, me disant de me détendre et qu'elle avait besoin de ces choses pour se sentir à nouveau humaine, après son divorce. Quand j'ai refusé de céder et lui ai dit qu'elle avait jusqu'à ce soir pour partir, son attitude a changé instantanément. Elle a sorti son téléphone, son visage se tordant en un masque de fausse tristesse, et a appelé notre père. J'ai écouté, incrédule, tandis qu'elle sanglotait dans le combiné, mentant effrontément en disant que je lui criais dessus pour quelques euros de nourriture et que je menaçais de la jeter à la rue pour qu'elle meure de faim. Elle a raccroché avec un sourire narquois, murmurant « Tu vas avoir des problèmes maintenant », avant de se retourner pour se rendormir. J'ai conduit jusqu'au travail avec une boule d'anxiété dans l'estomac, espérant que mon père écouterait au moins la raison pendant les heures de bureau. J'avais tort. Moins d'une heure après mon arrivée à mon bureau, le bourdonnement paisible du département de la commercialisation a été brisé. Mon père, Marc, a fait irruption par les portes vitrées du hall principal comme un taureau enragé. Il ne s'est pas arrêté à la réception pour s'enregistrer. Il a bousculé la réceptionniste déconcertée, criant mon nom assez fort pour que tout l'étage l'entende. Je suis sorti précipitamment de mon bureau, mortifié, essayant de l'intercepter avant qu'il ne fasse une plus grosse scène. Mais le mal était déjà fait. Des collègues regardaient par-dessus leur moniteur,
chuchotant pendant que mon père me saisissait par le bras et me traînait pratiquement vers la salle de conférence. Il se fichait de ma réputation ou du professionnalisme que j'avais mis tant d'efforts à construire. Pour lui, j'étais juste une enfant désobéissante qui avait besoin d'être publiquement disciplinée. Il m'a poussé dans la salle de conférence au mur de verre, sans prendre la peine de baisser les stores, exposant notre différend à la vue de tous à l'extérieur. Avant même que je puisse ouvrir l'application bancaire pour lui montrer la preuve du vol d'Aurélie, il a frappé du poing sur la table en acajou, le son résonnant comme un coup de feu. Il a refusé de regarder les chiffres. À ses yeux, Aurélie était la victime fragile qui avait tout perdu, et j'étais la sœur cruelle et sans cœur qui la frappait alors qu'elle était à terre. Il a déblatéré sur la loyauté familiale, m'accusant d'être mesquine et calculatrice pour de l'argent alors que la santé mentale de ma sœur était en jeu. Il a ignoré le fait qu'elle me volait. Il voyait seulement que je faisais pleurer sa fille préférée. L'air dans la pièce s'est refroidi alors qu'il se penchait, son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux brûlants d'une intensité qui me terrifiait. Mon père a pointé un doigt tremblant sur mon visage et a crié « Je me fiche que tu aies raison ou tort. Ton devoir est de soutenir ta sœur. Si tu oses la mettre à la porte, je te renverrai immédiatement. » J'ai senti des larmes de frustration me piquer les yeux, mais j'ai tenu bon, ma voix tremblante mais ferme. « Papa, c'est ma maison privée, mon argent. Tu ne peux pas utiliser le travail pour me forcer à soutenir une personne paresseuse. » Ma défiance n'a fait qu'alimenter sa colère. Il s'est redressé, boutonnant sa veste de costume avec un calme glacial bien pire que ses cris. Il m'a regardé avec un pur dédain et a rendu le verdict final. Il m'a rappelé qu'il avait bâti cette entreprise, qu'il connaissait tout le monde dans l'industrie dans la région, et que mon titre n'existait que parce qu'il le permettait. Il m'a dit clairement que si j'expulsais Aurélie, non seulement je perdrais mon emploi avant la fin de la journée, mais il s'assurerait aussi personnellement que mon nom soit mis sur une liste noire dans toute la région. Personne ne m'embaucherait, et ma carrière serait terminée. Il m'a donné le choix, être un paillasson pour Aurélie ou être au chômage et sans ressources. Il s'est retourné et est sorti, me laissant seul dans la pièce de verre, réalisant que l'homme que j'appelais « papa » n'était pas mon protecteur, mais mon geôlier. L'occasion en or pour moi d'échapper à cet enfer s'est présentée à la mi-juin lorsqu'Aurélie a montré avec enthousiasme son billet d'avion pour des vacances. Elle a fait irruption dans la cuisine alors que je préparais un dîner modeste, agitant son téléphone devant mon visage avec un sourire triomphant qui m'a retourné l'estomac. Elle a annoncé qu'elle s'envolait pour Saint-Tropez pour une « retraite bien-être » d'une semaine avec ses copines afin de se remettre du stress de vivre dans des conditions si exiguës. Elle n'a même pas pris la peine d'inventer un mensonge convaincant sur la façon dont elle s'était offert des billets en première classe et un séjour dans un complexe hôtelier 5 étoiles en bord de mer tout en étant au chômage. Nous savions toutes les deux que mon père lui avait secrètement versé l'argent dans mon dos, récompensant son incompétence tout en menaçant mes moyens de subsistance. Alors qu'elle faisait ses valises, se moquant de moi qui devais rester et travailler comme une paysanne, j'ai senti une étrange sensation de calme m'envahir. Elle ne partait pas seulement en vacances, elle me donnait une avance de 7 jours. Au moment où son Uber a disparu au bout de la rue en direction de l'aéroport, le sourire a disparu de mon visage, remplacé par une expression de détermination d'acier. Je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai immédiatement sorti mon téléphone prépayé, une précaution que j'avais prise après avoir réalisé que mon père surveillait le forfait de l'entreprise, et j'ai appelé Léa, ma meilleure amie et l'agent immobilier le plus impitoyable de la ville. Je n'avais pas besoin d'une annonce standard avec des visites libres et des pancartes à vendre, qui alerteraient les voisins ou mon père. J'avais besoin d'une vente fantôme. J'ai dit à Léa d'activer la clause d'offre en espèces dont nous avions discuté lors de cafés chuchotés des semaines auparavant. J'avais besoin d'un investisseur qui achèterait la propriété en l'état, sans poser de questions, avec une date de clôture de moins de 5 jours. Léa n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement dit, considérez que c'est fait, et s'est mise au travail. Pendant que Léa s'occupait de la maison, je finalisais l'autre moitié de mon plan d'évasion que j'avais cultivé dans l'ombre. Le mois dernier, j'avais pris de longues pauses déjeuner pour passer des entretiens via Zoom depuis ma voiture et je veillais jusqu'à 3 heures du matin pour perfectionner mon portfolio. Le travail acharné avait porté ses fruits de manière spectaculaire. Dans ma boîte de réception se trouvait une lettre d'offre signée numériquement d'une grande agence de design à Marseille. Ils offraient un salaire double de ce que mon père me payait, une prime à la signature et une autonomie totale, tout ce que mon père m'avait refusé. J'ai accepté l'offre d'une main tremblante, sentant les lourdes chaînes du contrôle de mon père commencer à se fissurer.
J'ai passé les 2 jours suivants dans un tourbillon d'adrénaline, transférant des documents importants vers une nouvelle adresse électronique sécurisée et effaçant lentement mon empreinte numérique des serveurs de l'entreprise familiale. Le jeudi, Léa avait accompli un miracle. Elle avait trouvé un groupe d'investissement privé cherchant à étendre son portefeuille locatif à Lyon. Il ne se souciait pas des murs roses ou du désordre. Il ne se souciait que de l'emplacement et du prix. La paperasse a été traitée en urgence avec des frais accélérés que j'ai payés avec plaisir. Vendredi après-midi, mon téléphone a vibré avec la plus belle notification que j'ai jamais vue. Léa m'a appelé, la voix tremblante d'excitation. « Roxane, l'argent vient d'être viré. Il est sur ton compte secret. Le nouveau propriétaire a accepté les conditions, mais il veut la possession immédiatement. Tu dois être parti d'ici dimanche. Es-tu sûr de vouloir faire ça ? » J'ai regardé le salon, les murs que ma sœur avait dégradés et les meubles qu'elle avait ruinés, et je n'ai ressenti absolument aucune hésitation. J'ai répondu d'une voix aussi froide que la glace, absolument. Vends tout. Je ne veux pas leur laisser une seule miette. Vends les meubles. Vide les comptes. Je veux disparaître sans laisser de traces. Pour m'assurer que mon départ reste secret jusqu'au tout dernier moment, j'ai engagé un service de déménagement spécialisé, nocturne. Ils sont arrivés à 2 heures du matin le samedi, leur camion tournant silencieusement pour éviter de réveiller les espions du quartier. Je les ai dirigés avec une efficacité impitoyable. Ils ont emballé mes vêtements, mes livres, mes documents personnels et les quelques meubles qui avaient une valeur sentimentale. Tout le reste, le canapé sur lequel Aurélie dormait, la télévision qu'elle regardait et la table à manger où mon père m'avait crié dessus a été laissé sur place ou vendu à des liquidateurs. Cependant, j'ai donné des instructions strictes aux déménageurs concernant la chambre d'amis et les piles dans le salon. Nous n'avons pas touché un seul objet appartenant à Aurélie. Ses tours de boîte à chaussures, ses portants de vêtements et ses stations de maquillage chaotiques ont été laissés exactement où ils étaient, entourés par le vide d'une maison qui avait été dépouillée de son âme. Au moment où le soleil a commencé à se lever le dimanche matin, la maison était une coquille vide, résonnant du silence de mon départ, prête pour l'acte final de ma vengeance. À 10 heures précises le dimanche, Aurélie a tiré sa valise le long de l'allée, la peau fraîchement bronzée et un sourire satisfait plaqué sur son visage. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir réussi à briser mon esprit, s'attendant pleinement à me trouver à l'intérieur avec un déjeuner préparé et des excuses humbles pour mon comportement antérieur. Elle a tendu la main vers le clavier de la serrure intelligente, ses longs ongles en acrylique cliquant contre les boutons alors qu'elle tapait le code qu'elle utilisait depuis des mois. Au lieu du vrombissement mécanique familier du pêne dormant se déverrouillant, le clavier a clignoté d'une lumière rouge furieuse et a émis un bip d'erreur strident qui a résonné dans l'air calme du matin. Elle a froncé les sourcils de confusion et a entré le code à nouveau, plus lentement cette fois, supposant qu'elle avait fait une erreur, mais le résultat fut exactement le même rejet. Sa confusion s'est rapidement transformée en la colère explosive que je connaissais si bien, et elle a commencé à frapper du poing contre la porte en bois massif. Elle a hurlé mon nom à plein poumon, m'accusant d'être mesquine et puérile d'avoir changé le code juste pour l'ennuyer après ses vacances. Elle a donné un coup de pied au bas de la porte, criant des menaces qu'elle appellerait notre père si je n'ouvrais pas immédiatement pour porter ses bagages à l'intérieur. Elle était tellement prise par sa crise de colère qu'elle n'a pas entendu les pas lourds s'approcher de l'autre côté jusqu'à ce que la serrure clique bruyamment. La porte s'est ouverte avec force, mais la personne qui se tenait là n'était pas sa jeune sœur soumise. La dominante se tenait un homme grand avec une barbe épaisse et des tatouages descendant le long de ses bras, tenant la laisse d'un énorme rottweiler qui grognait sourdement dans sa gorge. Aurélie a reculé sous le choc, trébuchant presque sur sa propre valise alors que l'étranger la regardait avec une patience nulle. Il n'a pas demandé qui elle était. Il a simplement exigé de savoir pourquoi elle frappait à sa porte d'entrée et troublait sa paix un dimanche matin. Aurélie a bégayé, essayant de retrouver son sang-froid, et a exigé de savoir ce qu'il faisait dans la maison de sa sœur. L'homme a ri, un son sec et sans humour, et l'a informé froidement que cette propriété avait été légalement achetée par lui la veille. Il est sorti sur le porche et a pointé un doigt caleux vers le bord du trottoir, près de la rue. Là, empilés pêle-mêle comme des détritus, se trouvait une montagne de sacs poubelles noirs et résistants, cuisant sous le soleil d'été. Il a expliqué que l'ancien propriétaire avait laissé quelques camelotes dont il ne voulait pas, alors il les avait mises en sac pour la collecte des ordures, mais qu'elle était la bienvenue pour fouiller dedans si elle voulait récupérer ses vêtements. La panique a finalement percé le narcissisme d'Aurélie alors qu'elle réalisait que toute sa garde-robe se trouvait dans des sacs poubelles sur le trottoir.
Elle a cherché son téléphone avec des mains tremblantes et a composé mon numéro, sa respiration courte et erratique. À des milliers de kilomètres de là, j'étais assise sur le balcon de mon logement d'entreprise temporaire à Marseille, regardant la lumière du soleil scintiller sur la mer Méditerranée. Quand j'ai vu son nom clignoter sur mon écran, j'ai répondu avec une satisfaction calme que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Où es-tu ? Pourquoi y a-t-il un homme étrange dans ta maison ?» a hurlé Aurélie au téléphone, sa voix se brisant d'hystérie. « Il dit qu'il habite ici. Tu dois revenir et arranger ça immédiatement. » J'ai pris une lente gorgée de mon café, savourant le moment avant de lui livrer la vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. « Ce n'est plus ma maison, Aurélie. Je l'ai vendue, ai-je répondu, ma voix stable et dénuée d'émotion. Et je ne suis plus à Lyon. J'ai déménagé à Marseille hier. Bonne chance avec tes bagages. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse crier à nouveau, bloquant son numéro immédiatement après. De retour à Lyon, Aurélie est restée figée sur la pelouse, regardant le téléphone avec incrédulité avant de composer frénétiquement le numéro de la seule personne qu'elle pensait pouvoir la sauver. Notre père, Marc, est arrivé 20 minutes plus tard, faisant crisser les pneus de sa berline de luxe devant la maison, prêt à me renvoyer sur le champ pour cette insolence. Il s'est précipité vers le nouveau propriétaire, bombant le torse et exigeant de voir l'acte de propriété, affirmant que la vente était frauduleuse parce qu'il ne l'avait pas autorisée. Le nouveau propriétaire, imperturbable face à la grandiloquence de Marc, est simplement rentré et est revenu avec une copie des documents de clôture. Marc a arraché les papiers, ses yeux cherchant désespérément une faille, mais à mesure qu'il lisait, la couleur a quitté son visage. La vente était parfaitement légale, signée, notariée et financée par un virement en espèces irréversible. Il a regardé la date, réalisant que pendant qu'il était occupé à menacer mon emploi et à exiger que je serve Aurélie, j'avais finalisé la vente du seul bien qui lui assurait un toit. Il a regardé le tas de sacs poubelles sur le trottoir, puis la porte fermée de la maison qui n'était plus la nôtre, et pour la première fois de sa vie, il a réalisé qu'il était complètement impuissant. 3 mois ont passé depuis le jour où j'ai franchi cette porte, mais les nouvelles de Lyon parviennent encore à mes oreilles, principalement par l'intermédiaire de Léa, qui éprouve une sombre satisfaction à me tenir au courant des décombres que j'ai laissés derrière moi. Pendant que j'étais occupé à construire une nouvelle vie sur la côte ouest, l'empire que mon père croyait invincible s'effondrait en poussière à une vitesse terrifiante. L'entreprise de meubles, que Marc avait toujours prétendu être bâtie uniquement sur son génie, s'est avérée être une coquille vide sans ma gestion opérationnelle. C'était moi qui entretenais les relations avec les clients, gérais la chaîne d'approvisionnement et supervisais les campagnes de commercialisation qui assuraient les revenus. Quand j'ai disparu, j'ai emporté les mots de passe, les contacts et la compétence avec moi. Léa m'a dit que dans les 6 premières semaines, 3 de leurs plus gros clients commerciaux ont annulé leur contrat, citant des délais manqués et une communication non professionnelle. Mon père, trop arrogant pour apprendre les systèmes que j'avais mis en place, a essayé de s'imposer par l'intimidation lors des réunions, pour découvrir que les clients ne répondent pas aux menaces de la même manière que ses enfants. L'entreprise ne s'est pas contentée de trébucher, elle a plongé d'une falaise, perdant de l'argent plus vite qu'il ne pouvait en imprimer. Pendant ce temps, Aurélie s'est avérée être le dernier clou dans son cercueil financier. Après avoir été expulsée de mon ancienne maison par le nouveau propriétaire, elle n'a eu d'autre choix que de s'installer dans la propriété de notre père. Toute personne rationnelle aurait vu cela comme un signal d'alarme pour trouver un emploi et contribuer. Mais Aurélie a vu cela comme un retour à son trône légitime. Elle a traité la maison de notre père exactement comme elle avait traité la mienne, exigeant des livraisons d'épicerie biologique, faisant fonctionner la climatisation jour et nuit, et poursuivant sa dépendance aux achats en ligne malgré un revenu nul. Elle a pleuré et l'a manipulée, prétendant qu'elle était trop déprimée pour travailler, et Marc, désespéré de maintenir son image de patriarche bienveillant, a puisé dans ses économies de retraite pour financer son style de vie. Il a remboursé la dette de carte de crédit qu'elle avait accumulée sur mon compte pour éviter un procès, mais elle en a simplement ouvert de nouvelles à son nom. Les liquidités dont il avait besoin pour sauver l'entreprise moribonde étaient directement acheminées dans le placard d'Aurélie, créant un tourbillon de dettes qui les a engloutis tous les deux. Le point de rupture est survenu à la fin du mois dernier, lorsque les banques sont finalement intervenues. Avec les lignes de crédit de l'entreprise gelées et ses économies personnelles épuisées, Marc a fait face à une humiliation que je sais qu'il n'avait jamais imaginée, la saisie. Pour rembourser l'accumulation massive des dettes d'Aurélie et tenter de sauver les restes de l'entreprise, il a été contraint de vendre sa propre maison, la vaste maison de maître de 4 chambres qui était le symbole de son statut dans la région. Léa m'a envoyé le lien de l'annonce.
Elle a été vendue en dessous de la valeur du marché pour une injection rapide de liquidité, faisant écho exactement au mouvement que j'avais fait 3 mois plus tôt. L'ironie était poétique. L'homme qui menaçait de détruire ma carrière si je ne fournissais pas un logement à sa fille préférée avait maintenant perdu son propre logement à cause d'elle. La réalité de leur nouvelle vie contraste fortement avec le luxe auquel ils se sentaient en droit. Léa a appris par des connaissances communes qu'ils vivent maintenant dans un appartement exigu de 2 chambres dans un complexe délabré en périphérie de la ville, un endroit avec des murs fins, de la peinture qui s'écaille et une odeur persistante d'humidité. La dynamique entre eux est passée de la codépendance à un ressentiment toxique. Des voisins se seraient plaints des disputes criardes qui résonnent depuis leur appartement tard dans la nuit. Aurélie reproche à notre père d'avoir tout perdu et de ne pas subvenir à ses besoins, tandis que Marc lui hurle dessus d'être un parasite qu'il a saigné à blanc. Ils sont piégés ensemble dans une prison de leur propre fabrication, misérables et se détestant, mais incapables de se séparer car aucun n'a les moyens de survivre seul. C'est au milieu d'une réunion de stratégie à mon nouveau travail que mon téléphone a vibré avec une notification du dossier des messages bloqués. Mon père essayait de m'appeler depuis des semaines, mais j'avais dirigé toutes les communications légales par l'intermédiaire de Léa. Cependant, un message vocal a réussi à passer à travers les mailles du filet de mon opérateur. Je suis sorti sur le balcon de mon bureau, regardant les palmiers, et j'ai décidé de l'écouter une seule fois pour confirmer que j'avais fait le bon choix. La voix qui a retenti était méconnaissable, cassée, désespérée et dépouillée de toute son arrogance passée. Roxane, c'est papa. Écoute, j'avais tort. Sa voix tremblait, se brisant dans un sanglot qui sonnait plus pathétique que triste. L'entreprise est en train de couler. Je ne connais pas le mot de passe du portail des fournisseurs. S'il te plaît, tu dois revenir. Je ferai de toi une associée. Je mettrai même Aurélie à la porte si c'est ce que tu veux. Reviens juste et arrange ça. J'ai écouté le message jusqu'à la toute fin, ne ressentant absolument rien d'autre qu'une froide confirmation de qui il était vraiment. Il n'était pas désolé de la façon dont il m'avait traité. Il était désolé de perdre de l'argent. Il était prêt à jeter sa bien-aimée Aurélie à la rue dès qu'elle devenait un fardeau, tout comme il avait essayé de me jeter lorsque j'avais refusé d'être une servante. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti une vague de pitié ni un désir de jubiler. J'ai simplement appuyé sur le bouton de suppression, effaçant sa voix de ma vie tout comme j'avais effacé son influence, et je suis retourné à ma réunion, les laissant pourrir dans les ruines qu'ils avaient construites. Un après-midi venteux sur les plages du Prado, je me suis assise seule, regardant tranquillement en arrière le voyage tumultueux qui était passé. Le son rythmé des vagues s'écrasant contre le rivage a remplacé les cris et le chaos qui définissaient autrefois mon existence quotidienne. Ici, à Marseille, je ne suis plus défini par mon nom de famille ou par l'ombre menaçante de mon père. J'ai réussi à me forger une solide réputation dans ma nouvelle entreprise, où j'ai récemment été promu à un poste de stratège senior. Mes collègues me respectent non pas à cause de qui est mon père, mais à cause de mes idées, de mon éthique de travail et des résultats que je fournis. Pour la première fois de ma vie, j'entre dans les réunions la tête haute, sachant que ma place à la table est quelque chose que j'ai gagné entièrement par mon propre mérite, sans aucune condition. J'ai aussi enfin acheté mon propre logement, un modeste studio dans un quartier calme à quelques rues de l'eau. Ce n'est pas une propriété tentaculaire comme celle que mon père a perdue, ni la maison de Lyon qui contenait tant de mauvais souvenirs. C'est petit, confortable et entièrement à moi. J'ai peint les murs d'un vert sauge apaisant parce que c'est ce que je voulais, et il n'y a pas une seule tache de peinture rose indésirable en vue. La meilleure partie, c'est la porte. Quand je la verrouille le soir, je sais avec une certitude absolue que personne ne va faire irruption, exiger mon lit, voler ma nourriture ou détruire ma paix. J'ai un contrôle total sur qui franchit mon seuil. Et pour la première fois, ma maison est vraiment mon sanctuaire. Le week-end dernier, Léa est venue pour un voyage d'affaires, et nous nous sommes retrouvés pour un verre sur un bar sur le toit surplombant les lumières de la ville. C'était un moment surréaliste de s'asseoir là avec la femme qui m'a aidé à orchestrer ma fuite. En regardant la métropole tentaculaire qui est maintenant ma maison, nous avons levé nos coupes de champagne et porté un toast, non pas à la vengeance, mais à la survie. Nous avons trinqué à la décision la plus terrifiante et la plus courageuse que j'ai jamais prise, la décision d'enlever chirurgicalement la tumeur toxique qu'était ma famille. Léa a ri, me disant que j'avais l'air 10 ans plus jeune sans le poids de leur drame qui me tirait vers le bas. Et elle avait raison. Je me sentais plus légère, comme si la gravité avait moins d'emprise sur moi ici.
Le contraste entre ma vie et la leur ne pourrait être plus frappant. Pendant que je suis assise ici à respirer l'air marin salé, planifiant ma prochaine escapade de week-end, Marc et Aurélie sont probablement dans leur appartement humide, se disputant pour savoir à qui est le tour de payer la facture d'électricité. Ils se réveillent chaque jour face à la dure réalité de leur propre incompétence, forcés de naviguer dans un monde qui ne répond plus à leurs illusions de grandeur. Ils paient le prix de leur arrogance, jour après jour atroce. Je ne leur souhaite aucun mal, mais je ne leur souhaite certainement pas de bien. Ils sont simplement des fantômes pour moi maintenant, des souvenirs qui s'estompent d'une vie que j'ai dépassée. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la Méditerranée, peignant le ciel de teintes brillantes d'orange et de violet, j'ai souri. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de liberté, et j'ai tourné le dos à l'est. Je ne regarderai jamais en arrière. Ce voyage douloureux m'a appris que l'ADN partagé n'est pas une licence pour la maltraitance. On nous conditionne souvent à croire que nous devons tolérer la toxicité, le manque de respect et l'exploitation simplement parce que cela vient de la famille. C'est un mensonge. La vraie famille vous soutient. Elle ne vous épuise pas et ne menace pas vos moyens de subsistance pour servir son propre égoïsme. La deuxième leçon est que l'indépendance financière est la forme ultime de liberté. L'argent n'est pas seulement une monnaie, c'est le pouvoir de dire non, le pouvoir de partir et le pouvoir de construire une forteresse que personne ne peut envahir. Si je n'avais pas économisé mon propre argent et possédé mes propres biens, j'aurais été piégé dans ce cycle pour toujours. Enfin, être décisif est la seule façon de se sauver. On ne peut pas négocier avec des parasites. Il faut les couper complètement.